Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Un an après Charlie, des associations œuvrent pour le vivre ensemble à Paris. Après des décennies de crise et d'abandon, le secteur minier reprend des couleurs en Espagne. Des investisseurs étrangers misent sur le pays pour trouver un approvisionnement en matières premières indépendant de la Chine ou des pays émergents. Les greens marocains sont très réputés et attirent chaque année des centaines de milliers de touristes golfeurs venus chercher sous le soleil des parcours paradisiaques. Coup de projecteur sur les birdies de Mogador. Cap sur le Burundi, 12 ans après la guerre qui a fait 300 000 morts, les tensions interethniques sont alarmantes. Les violences escaladent et menacent de se transformer en conflit armé. La mode s'engage pour la planète, les déchets recyclés servent désormais à créer un design unique et insolite aux nouvelles créations. Le 11 janvier 2015, la France était encore sous le choc immédiat des attentats terroristes qui venaient de l'ensanglanter. Rassemblement de millions de personnes en France et ailleurs, hommage aux victimes, des centaines d'articles et d'éditoriaux. Et parmi les questions brûlantes qui se bousculaient, celle-ci, comment des citoyens français ont-ils pu commettre de tels massacres au nom de la religion ? La fraternité, le vivre ensemble, était-il gravement en panne? Ce soir, dans le Code 24, nous nous rendons dans le 19e arrondissement de Paris, quartier multiethnique qui compte une importante communauté juive et musulmane. C'est également là qu'habitaient des djihadistes français, dont les assassins de la rédaction de Charlie Hebdo. Les associations qui font dialoguer les cultures et dépasser les divisions étaient déjà nombreuses dans ce quartier. Mais depuis les attentats, leur mission a pris une dimension cruciale. Reportage signé Christophe Dansette et Julien Sauvaget. Paris, rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement. Dans ce bâtiment, deux des terroristes des attentats du mois de janvier 2015 ont passé une partie de leur enfance, les frères Kouachi. Le quartier est dit sensible. Plus de 16% de la population est au chômage. Un tiers est d'origine étrangère. Symbole de cette diversité, le marché de Joinville, l'un des moins chers de la capitale. Tous les jeudis et dimanches, toutes les populations du quartier s'y retrouvent. Bonjour madame, je suis Maor Chiche, je suis l'adjoint au maire à la démocratie locale. Ce jour-là, Maor Chiche, élu à la mairie, part à la rencontre des habitants. Les discussions tournent toujours beaucoup autour des attentats, des frères Kouachi. Mais sur le marché, la plupart des clients estiment que leur vie n'a pas changé depuis un an. Ça va? Oui. Bon, comment vas-tu? Comment ça va? Dans le 19e quand même, on a toujours vécu dans une ambiance qui est plutôt amicale, qui est plutôt familiale. La preuve, on la voit même dans nos synagogues, dans les mosquées, dans tout ce qui se passe ici, dans les églises aussi. La même chose, il n'y a jamais eu un problème. Comme dans le reste de la capitale, un changement est pourtant très visible. La présence des militaires dans les rues qui a été renforcée depuis un an. Le 19e arrondissement abrite la plus grande communauté juive de Paris et une importante communauté musulmane. Malgré quelques incidents isolés, la cohabitation se passe plutôt bien ces derniers temps. Le résultat de beaucoup d'efforts, selon Maor Chiche, l'adjoint au maire. Et il y a eu un gros travail avec le tissu associatif. Aujourd'hui, on a plus de 3000 associations sur le 19e arrondissement pour faire que la question du vivre ensemble, la question des mémoires partagées et la présence des 120 nationalités et des grandes communautés du 19e, en particulier de la communauté juive et de la communauté musulmane, se déroule de manière apaisée. Radia? Ça va? Ouais, ça va, merci. Non, oui, vas-y. Annie Paul, une juive pratiquante, est partie du même postulat lorsqu'elle a créé son association Les Bâtisseuses de Paix au début des années 2000. Elle invite des femmes musulmanes et juives à cuisiner ensemble. C'est un peu la pâtisserie de la paix, c'est ça? C'est ça.
C'est les pâtisseries du dialogue. Pour elle, ces violences intercommunautaires étaient souvent le résultat d'une importation du conflit israélo-palestinien. C'était ça, c'était trouver, voilà, qu'est-ce qui allait pouvoir nous réunir sans conflit, qu'est-ce qu'on allait pouvoir partager sans qu'on se balance les assiettes à la figure, sans que l'une lui dise « Et t'as vu ce qu'ils font à Jérusalem ? Et t'as vu ce qu'ils ont fait à Beth-Jéla ? Et là, il y a 3 terroristes qui sont fait sauter dans un bus, qui en plus de ça se passe à 5000 km. » Désormais, les bâtisseuses de paix interviennent également dans des collèges et des lycées. Elles travaillent sur les questions de mémoire. Aujourd'hui, plus de 600 personnes participent régulièrement aux activités, dont Radia, engagée depuis 2007. Eh ben, on est toujours en contact, bon contact, et ça apporte plein de choses. On vit ensemble et tout. Grâce à l'action d'associations de ce genre, en quelques années, c'est tout le quartier qui s'est profondément transformé. Comme ici, au sein de la cité Curial-Cambrai. Le plus grand ensemble de Paris, 18 tours, 1800 logements. Au centre social du quartier, personne n'a oublié les attentats qui ont touché la France en 2015. Ça a renforcé des liens, hein. C'est sûr que tout le monde a été étonné. On est avant tout des Parisiens. Et c'est vrai qu'on a vu tous ces morts, ces gens qui sont partis pour pas grand-chose au final. Et une crainte, une peur un peu partout, etc. Donc oui, il y a plusieurs initiatives qui sont nées suite aux attentats et qui a tissé des liens importants entre les habitants, les jeunes. Faire se rencontrer les générations, les communautés, sans a priori. C'est le sens du travail de Sofiane, notamment dans cette petite salle du centre social. Bonjour tout le monde. Salut, ça va? Salut. Salut. Ça va les enfants? Un espace dédié à tous, enfants et adultes, pour parler entre voisins, se rencontrer et discuter. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que chacun puisse échanger, partager et vivre des moments ensemble. Le vivre ensemble, c'est vraiment le leitmotiv du centre social et culturel. Et on voit nos différences culturelles comme une richesse. Et on ne voit pas ça comme un défaut. Vivre ensemble, c'est donc partager, connaître son voisin, mais aussi ouvrir le quartier sur l'extérieur. C'est le rôle dévolu au 104, un espace culturel, une ouverture du quartier vers Paris et de Paris vers le quartier. C'est un endroit où on vient vivre avec les autres d'une manière un peu différente. Au fond, c'est comme si c'était une sorte de petit concentré de Paris, à cet endroit un peu idyllique d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on y trouve toutes les générations, on y trouve aussi, on va dire, toutes les sociologies possibles et imaginables, et qui se rencontrent sans pour autant avoir forcément prévu de se rencontrer. Chaque soir ici, plusieurs mondes se regardent, se croisent et finalement échangent. Une ouverture, un dialogue entre tous devenu désormais nécessaire. Avec 6 mines ouvertes et une vingtaine de projets en cours, l'Espagne attire l'industrie minière, pourtant moribonde en Europe. La plus vieille industrie du continent européen semble renaître de ses cendres. Baisse des coûts de production, terrain géopolitique sûr, crise économique et appui des administrations favorisent l'arrivée des investisseurs étrangers. Le prix des métaux ne semble pas y mettre en frein. Ces investissements sont surtout stratégiques pour assurer l'approvisionnement européen en matières premières, en cuivre, zinc, plomb et métaux rares, dont la production est essentiellement aux mains de la Chine et des pays émergents. Mais cette exploitation qui permet de relancer des sites à l'abandon dans des zones gangrénées par le chômage se fait parfois au détriment de la protection de l'environnement. C'est un reportage signé Valérie Labonne. À quelques encablures de la frontière avec le Portugal se trouve la mine à ciel ouvert de Barrueco Pardo. Ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, cette mine de tungstène est abandonnée depuis les années 80. Rafael Patino, tout comme son père, y a travaillé. Oui, c'est dans cette maison que je vivais. Il y avait 3 employés. Là-bas, il y avait le mécanicien, là un autre, et puis ici, ma famille. Au plus fort de son exploitation, plus de 1000 ouvriers se bousculaient ici, faisant vivre tous les villages voisins. Puis est arrivée la crise du secteur minier et la fermeture.
Beaucoup de gens ont dû faire face au chômage. Plus de travail, surtout les plus vieux. D'autres ont cherché une solution, ils sont partis. Certains vers le nord, d'autres vers Madrid. Mais l'espoir revient dans le village. L'entreprise Saloro, filiale de l'irlandaise Hormone Mining, va recommencer l'exploitation du site d'ici moins d'un an, avec à la clé 300 emplois. 1850 tonnes de minerais seront sorties de terre chaque année, soit 12% de la production mondiale. À quelques kilomètres de là, le Canadien Almonty, leader mondial de l'extraction de tungstène, a réouvert la mine de Los Santos en 2008. A ver, en Los Santos Sur, ¿se puede bajar? Longtemps en déclin, l'industrie minière séduit de nouveau en Europe. L'Espagne offre des infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et surtout une sécurité qui suscite l'intérêt des investisseurs étrangers. Le tungstène a été déclaré d'intérêt stratégique par l'Union européenne à cause des risques de pénurie qui existent. Le tungstène est principalement utilisé dans le secteur automobile, pour la fabrication de pièces de perforation et dans l'industrie de l'acier. C'est grâce à ses qualités de très haute résistance. On le retrouve également dans les téléphones mobiles, les avions et les trains. L'Union européenne l'a inclus dans la liste des matières premières critiques car 85% de la production est entre les mains de la Chine. Aujourd'hui en crise, l'empire du milieu ne consomme plus toute sa production et inonde le marché. À ce moment précis, le prix de vente du minerai est en dessous de notre coût de production. Bien évidemment, nous pensons à nos actionnaires. Cette période difficile va être très courte et les prix vont repartir à la hausse. De par mon expérience, je sais bien qu'il y a toujours de tels cycles. L'exploration et de nouvelles techniques d'extraction vont permettre à la mine de fonctionner jusqu'en 2028. Des règlements nationaux et européens les obligent à minimiser l'impact sur l'environnement. Les anciennes mines doivent être rebouchées avec les décombres des nouvelles, et ce n'est pas tout. La revégétalisation progressive du terril va empêcher les impacts négatifs de l'érosion et diminuer la poussière portée par le vent. L'activité minière est également très présente dans la région de Séville. Ici, tout le monde connaît la mine de cuivre d'Aznalcóllar. Le 25 avril 1998, un bassin de rétention cède, déversant une boue chargée de métaux lourds. C'est la plus grosse catastrophe écologique en Europe. Antonio Ramos, voisin des lieux, se souvient. C'est là, juste en face, là où se trouve le talus, que se trouvaient les bassins de rétention. C'est la digue du plus grand bassin dans la zone sud qui s'est rompue et plus de 7 millions de mètres cubes de boue toxique se sont échappés. Des milliers d'animaux sont morts. Le parc de Doñana, réserve de la biosphère et patrimoine de l'humanité, a aussi été touché. Malgré cela, Grupo Mexico a obtenu l'autorisation de réouvrir la mine d'Aznalcóllar. Ce dernier a été impliqué dans un accident du même genre au Mexique en juin 2014. Antonio regrette que les autorités n'aient pas appris de leurs erreurs. Ces autorisations sont accordées sans trop d'hésitation, car à la clé, ce sont des votes garantis. Notre région manque de travail. Il y a beaucoup de personnes au chômage et c'est pourquoi créer des emplois à n'importe quel prix, ça reste une très bonne affaire électorale. L'écologiste ne croit pas aux efforts de l'industrie qui, selon lui, est là pour tirer un maximum de profit au détriment de la nature. À Aguas Teñidas, la société Matsa prétend qu'avec les techniques actuelles, la protection de l'environnement est garantie. Aujourd'hui, la législation, tout comme la stratégie des entreprises, font qu'il est pratiquement impossible qu'un tel accident se produise. Désormais, nous utilisons une pâte sèche, une sorte de ciment que nous mélangeons à l'eau. Dans le cas improbable où la digue céderait, la boue n'avancerait pas plus de 20 ou 30 mètres, car elle n'est plus du tout fluide. Avec 30% de chômage, l'Andalousie a fait le pari de l'industrie minière au détriment de l'environnement. Le gouvernement local se sert de l'exemple de la Galice et du Pays Basque, où l'industrie du charbon à son époque a permis l'essor économique de ces régions. Depuis 10 ans, plus d'une vingtaine de mines ont réouvert ou sont sur le point de le faire en Espagne. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Dans ce grand reportage, nous allons nous intéresser aujourd'hui au golf au Maroc. Les greens marocains sont très réputés et attirent chaque année des centaines de milliers de touristes golfeurs venus chercher sous le soleil des parcours paradisiaques. Mais à Essaouira, il existe un golf un peu particulier, ouvert aussi aux jeunes des environs. Et c'est toute une génération de golfeurs, garçons et filles, qui est en train d'émerger, bien que rien, à commencer par leurs conditions très modestes, ne les prédestinait à devenir des golfeurs de haut niveau. Les Birdies de Mogador, du nom de l'ancienne appellation d'Essaouira, c'est un reportage signé Xavier Cordante et Emmanuel Ostian. Essaouira, ville touristique du Maroc réputée pour la force de ses vagues et son port de pêche traditionnel au bleu typique. D'en bas, on aperçoit tout juste un village oublié du tourisme. Diabat, un faubourg pauvre sur les hauteurs. Et justement, ce jour-là, quelques pêcheurs se sont réunis autour d'un grand filet. Des gamins mettent la main à la pâte. Ils creusent un trou pour dresser de grands poteaux sous le regard incrédule des anciens. Diabat et son millier d'habitants sans le sou seraient-ils en train de fabriquer un piège géant pour les oiseaux? Pas du tout. Ils bâtissent un practice de golf très artisanal. Car Diabat est une curiosité mondiale. C'est le village avec la plus grande densité de golfeurs au monde. Il y a 6 ans, un immense golf est aménagé sous les fenêtres du village. Et très vite, c'est un début de panique. Au début, on a peur. On croit qu'ils vont arracher nos terres et tout le monde, chacun dit quelque chose. On croit qu'ils vont nous séparer de notre village, mais au contraire, c'est quelque chose de bien. Car les gamins des rues se retrouvent très vite un club de golf à la main. Le virus du golf est partout. On joue avec des capsules de coca, des cailloux, parfois des balles. C'est pas comme avant. Avant, les enfants, ils ont été perdus, maintenant ils ont trouvé leur chemin. Tu vois, avant, il n'y a ni maison des jeunes, ni terrain, ni rien. Par contre, maintenant, ils ont un endroit où ils peuvent aller pour jouer, pour passer ses loisirs aussi, pour assurer son avenir. Dès le début, les créateurs du golf décident d'associer les villageois à leurs sceptiques. Il s'agit pour ces riches occidentaux de les convaincre que le golf sera un ascenseur social. L'accueil des habitants, je pense, a été de deux ordres. Il y en a certains qui étaient évidemment très contents parce que ça donnait du travail. La plupart des habitants de Diabat sont soit caddies, soit jardiniers de parcours, soit profs de golf maintenant, où ils ont participé à la construction du parcours. Et puis certains, évidemment, avaient peut-être quelques appréhensions parce que ce sont vraiment deux mondes très différents. Ces appréhensions sont vite balayées grâce aux enfants. Un équipementier offre des sacs complets, une association se crée, les Birdies de Mogador, avec 20 000 € de budget annuel. Alors vous avez la chance aujourd'hui parce qu'il y a les pros qui sont là, comme ils jouent avec vous. Ils ont l'habitude des compétitions, eux, Ils en font... Oh là, ça fait 20 ans qu'ils font des compétitions. Et vous avez vu comme ils sont en équilibre à la fin tous? À la fin, en équilibre. Ok, demain, c'est ça qu'on va faire. Travailler, faire ce qu'on travaille depuis maintenant 2 ans. Je visualise avant de jouer mon coup, je viens derrière la balle pour voir la ligne de jeu. Ensuite, je me positionne, square, et après je swing. C'est juste ça qu'on va faire sur chaque coup. Ok les gars, ça s'appelle la routine. Ça veut bien dire c'est toujours la même chose. Allez, c'est parti.
Comme ça, je passe chacun vous voir et je donne des conseils. Ça peut commencer à taper un peu. Commence à taper. Sans doute être aussi. Allez, aligne-toi bien. La routine, l'alignement, et après, on swing. Bien joué ça. Donc on a fait des sélections en fait pour 450 enfants qui ont été des sélections qui ont été faites en 2 fois où on avait des tests objectifs avec des tests de physique, des tests d'adresse naturelle, des tests de suivi de cours qui liaient l'aptitude et l'attitude. Et donc on a réussi à sélectionner 70 enfants, garçons et filles. Ce projet grandit, se renforce, les jeunes progressent énormément parce qu'ils ont un programme quand même de 12 heures de cours par semaine qui est énorme. On a sorti les meilleurs, qui est un groupe compétition, et ben c'est ceux-là qui vont jouer notre première compétition. Et comme les birdies de Mogador doivent gagner leur place au mérite et la conserver en fonction de leur progrès, il n'est pas étonnant qu'ils passent tout leur temps libre à s'entraîner. Le golf a remplacé le foot, sport le plus populaire un peu partout ailleurs. Et quel que soit le terrain, ils s'entraînent jusqu'à l'épuisement. Autre conséquence, les birdies ont donné des idées aux filles du village, qui constituent la moitié du groupe. Pour elles, le golf est plus qu'un sport, c'est une promesse d'émancipation. La promesse d'échapper à un mariage arrangé, par exemple. On retrouve au collège d'Essaouira 2 petites birdies, Asma et Naïma. Moi, je veux devenir joueuse professionnelle. Pour pouvoir voyager un peu partout et puis gagner des prix. Alors qu'elles s'intéressaient peu à leurs études, Asma et Naïma ont vu leurs résultats grimper en flèche. Et c'est vrai pour tous les enfants de l'association. Les filles, avant, ils ne sont pas très scolarisées au milieu rural ici à Essaouira. Mais maintenant, on les encourage, les filles et les femmes. Avant, on a une vie sur le golf qui c'est un sport de bourgeoisie. Mais maintenant, quand on encourage ces pauvres-là à faire ce sport, alors ça enrichit. Ça enrichit l'esprit, ça enrichit le corps, ça enrichit beaucoup de choses. Moi, j'ai valise de sport. Un homme m'a donné comme cadeau du golf, mais je ne joue pas parce que les gens ne m'ont pas encouragé à le jouer. Alors maintenant, je vous donne, je vous cède la main. Alors, donnez votre main à moi pour que je joue le golf avec vous. Avant de devenir joueuse, je sais que je dois faire des efforts. Pour y arriver, il faut d'abord que je m'améliore au collège, que j'étudie mieux. Et ensuite, je pourrai tout donner pour le golf. Le golf a complètement bouleversé ma vie. Ça m'apporte beaucoup de choix. On y va le samedi et le dimanche et on s'amuse. Alors qu'avant, le samedi et le dimanche, on faisait le ménage, on s'occupait de la maison. Et puis ils nous font voyager et ça me rend heureuse. Dans le futur, je me vois professionnelle. On a un bon niveau et je ferai tout pour réussir. Ce que ces gamines feront dans le futur, c'est aussi un progrès pour leur mère. Des mères qui ont vécu toute leur vie dans ce genre de maison, sans eau et souvent sans électricité. Je rêve vraiment d'une vie meilleure pour elle. Je suis heureuse quand elle va au golf. Je fais tout pour qu'elle soit à l'heure.
Je fais tout pour qu'elle ne rate jamais une leçon. Au village, aucune femme ne travaille. Et jusqu'à une période récente, il y avait 90% de chômage chez les hommes. Restez des nôtres, au retour de la pause, la deuxième partie du reportage Les Birdies de Mogador. Tout de suite, la deuxième partie du reportage Les Birdies de Mogador. Mehdi, un autre champion en herbe que l'on retrouve à la sortie de l'école, a un père qui travaille, lui. Il s'appelle Saïd et il est très fier. Saïd illustre bien la vie des habitants de Diabat. Il trime depuis 20 ans dans cette gare routière sans perspective d'avenir. Son boulot, collecter l'argent des bus. Il gagne un peu plus du salaire minimum, c'est-à-dire pas grand-chose. Combien vous gagnez dans votre travail? Ah, je ne dépasse pas 2500, 3500 dirhams par mois. En euros, c'est 350 €. Vous avez l'impression d'être riche ou pauvre? Ouais, moyenne. Dans mon enfant, je me sens que je suis riche. Mais en réellement, je suis moyenne. Je veux que mes enfants gravent leur nom dans l'histoire marocaine. Parce qu'être un citoyen simple, si tu meurs, c'est comme tu n'étais pas au monde. Et s'il est un champion, alors là, il va graver son nom dans la liste parmi les autres qui ont gravé leur nom, quoi. La chose que je n'ai pas pu faire, je le vois dans mes enfants. Tu vois, c'est pas la question de vivre riche ou quelqu'un, non. C'est la question qu'il resterait en vie, même s'il est mort. Son nom restera-t-il gravé dans l'histoire? Mystère. En tout cas, la vie de Kébir a complètement changé avec le golf. Il a 32 ans, il vient du village et il encadre déjà les birdies. Avant de connaître le golf, franchement, je pensais que c'était un sport un peu idiot, quelque chose de facile. Maintenant que je le connais, je sais qu'il faut de la concentration et beaucoup de technique. C'est agréable, mais ce n'est vraiment pas facile. Avant de connaître le golf, Kébir travaillait ici, dans ses taudis de pêcheurs. Et encore, il n'y passait que 3 mois dans l'année. Pendant 10 ans, il a pêché un produit très particulier et très prisé des industries occidentales. Il pêchait des algues. Habituellement avec un scaphandre, mais ce jour-là, il veut simplement nous montrer de quoi son quotidien était fait. C'est ça, les algues qu'on ramassait. C'est pour faire des médicaments ou des produits cosmétiques, ou même des gâteaux. Il n'y avait pas d'avenir dans ce métier. On ne travaillait que 3 mois dans l'année, et c'était dur comme boulot. Bienvenue à tous à cette édition, la première édition de la Mogador Championship Junior. On est tous ravis de vous voir, vous avez fait le voyage pour venir jusqu'ici, certains de loin et très tôt. Et on vous applaudit tous et on s'applaudit. C'est le premier grand tournoi des birdies de Mogador, avec les meilleurs jeunes joueurs du Maroc.
On retrouve Mehdi, le fils de Saïd. Mehdi ? Le tirage au sort l'a placé avec 2 garçons beaucoup plus grands que lui. En fait, c'est vrai que c'est 2 colosses, mais il y a une chose qui est au fond de lui, Mehdi, c'est le côté battant. Il est très précis et il est capable de scorer bas. Donc je lui fais largement confiance. Grande découverte, les femmes du village viennent pour la toute première fois au golf. Elles encouragent notamment Naïma. Mauvais tirage pour elle également. Son adversaire fait 30 cm de plus qu'elle et elle est championne du Maroc. Le parcours commence et un peu plus loin, on va retrouver Saïd, qui ne lâche pas son fils d'1 semaine. Mais lui, il ne s'intéresse pas que je joue avec des grands ou des petits. Je lui dis, qu'est-ce que tu sens quand tu joues avec un type qui est plus grand que toi? Il m'a dit, c'est normal. Mais la partie est difficile. J'ai fait 6. Non, j'ai pas peur des grands. Mehdi est le plus jeune, le plus petit, le moins costaud, mais il s'accroche. À mi-parcours, il est à égalité avec ses adversaires. Et partout dans le golf, c'est un spectacle étonnant. Des femmes voilées arpentent les 18 trous. Un peu plus loin, on retrouve Naïma et la championne du Maroc. Faiza vient d'une famille très riche de Marrakech. Et pourtant, pas de lutte des classes sur le green. On est à l'égalité. Si moi je suis pauvre ou riche, ça veut pas dire que je suis, que je suis différente pour elle ou quelque chose du genre. Mais bon, pauvre ou riche, c'est Dieu qui veut ça. On voit que vous devenez copines. Oui, bien sûr, même si c'est la première fois qu'on joue ensemble, mais bon. Et maintenant, c'est de la chance parce que je joue avec eux et on est devenus des amis. L'objectif, c'est d'avoir justement ces 2 mondes qui se rejoignent de manière totalement naturelle. Et après tout, la base, c'est les enfants. Et l'une des idées de cette association, c'était aussi de permettre à travers les enfants d'intégrer et d'impliquer les familles. Alors il y a un enfant qui a peut-être 18, 20 ans, qui est jardinier ou caddie. Si aussi les plus petits participent, c'est toute la famille qu'on arrive à faire participer à la vie du projet et à la fierté du projet. À en croire les professionnels qui les encadrent, certains birdies de Mogador seront vite champions du Maroc. Certains pourraient même convoiter le circuit international. Alors, à quelques trous de la fin, c'est la fierté qui prédomine. Ce sont maintenant des vrais golfeurs. Ceux qui ont 2 ans pensent qu'à ça, regardent sur Internet les articles, s'entraînent à la maison. Même au village, à un moment, on a été obligé de mettre le holà parce qu'il y avait certains carreaux qui ont été cassés. Et donc, vraiment, oui, la motivation est très grande et elle grandit chaque jour un peu plus parce qu'avec toutes les compétitions qu'on organise maintenant pour eux, etc., ce sont des vrais compétiteurs et ils adorent ça, quoi.
Faisal est le plus grand champion marocain. Il est impliqué dans l'association. Logiquement, il vient soutenir ses petits protégés, comme Mehdi. Dans le suivant, là, il me parlait même pas tellement il était concentré, il a envie de gagner. Je lui dis alors, t'en es où? Il me dit pour l'instant je perds, mais ils sont plus grands que moi. Et il est concentré, il est dans son monde. Là, le voir taper un drive comme ça, à 9 ans, quand même, je trouve ça formidable. 18e trou, fin de la partie. Mehdi est fatigué, mais son père est là. C'est un rêve qui est réalisé par hasard, tu vois. J'ai jamais imaginé que mes enfants jouent au golf. Jamais de ma vie. Et maintenant, c'est arrivé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une énorme satisfaction, après tant d'années de travail, de voir que la fierté déjà dans les yeux des parents, la fierté dans le regard des enfants qui sont combatifs et qui sont au mieux de leur forme. Et pour tous les habitants de Diabat, c'est une curieuse journée qui s'achève. Naïma arrive à présent sur le green du 18e trou. Les petites sont épuisées. Naïma finit à 2 coups seulement de la championne du Maroc, qui a 3 ans de plus qu'elle. Malgré ce beau résultat, elle a le blues. Allez, regarde l'appareil. Sois souriante pour la photo. Allez, souris. Déjà un tempérament de gagnante. Ça fait. Au final, c'est Marrakech qui emporte le prestigieux trophée par équipe. Mais déjà, un petit birdie s'est illustré en individuel. C'est aussi une autre victoire que de mélanger des religions, des cultures, des modes de vie. Et le sport, franchement, c'est un véhicule qui permet ça. La politique le permet difficilement. L'économie... mais le sport permet des spectacles et des évolutions comme celle-là. Un voile intégral au clubhouse. Sans doute une première. La preuve en tout cas qu'à Essaouira, les deux mondes ont réussi à se rejoindre. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Le Burundi est en proie à une profonde crise politique depuis l'annonce fin avril de la candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza, à un 3e mandat. Une décision que l'opposition a qualifiée d'anticonstitutionnelle. Depuis, les tensions escaladent et menacent de se transformer en conflit armé. Le 11 décembre dernier, de violents affrontements ont secoué la capitale. L'armée dit avoir déjoué l'attaque d'un groupe rebelle et tué 79 insurgés qui se seraient repliés dans les quartiers contestataires. Les habitants, eux, affirment que les forces de l'ordre ont commis des meurtres et enterré les corps de jeunes hommes innocents dans des fosses communes. 12 ans après la fin d'un conflit interethnique et en fait 300 000 morts, les signes sont alarmants et l'Union africaine envisage d'envoyer des troupes de maintien de la paix. Et Mélanie Goubi et Duncan Woodside ont enquêté au Burundi. Des hommes jeunes face contre terre, une balle dans la tête pour certains. Dans ce document que nous avons obtenu, des dizaines de corps jonchent les rues de Nyakabiga, un quartier contestataire de Bujumbura, ce samedi 12 décembre, au lendemain des opérations menées par les forces de sécurité burundaises. La veille, un groupe rebelle aurait attaqué 3 camps militaires de la capitale. De 4h à 7h du matin, tirs nourris et explosions de grenades n'ont pas cessé.
Tout au long de la journée, des coups de feu sporadiques ont retenti dans les quartiers où les forces de l'ordre disent avoir poursuivi leurs assaillants. Les policiers de l'API sont venus. Ils ont sorti les gens de leur maison et ont commencé à les tuer. Ceux qui ont échappé à la mort, c'est grâce à Dieu. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, 154 personnes seraient mortes dans ces opérations de ratissage. Plus de 150 hommes sont toujours portés disparus. Dans le petit cimetière de Kanyosha, des témoins nous ont affirmé avoir vu la police transporter des corps à l'arrière de pick-up pour les enterrer ici, dans des fosses communes. Les contours de 2 trous fraîchement remplis sont clairement visibles. Pour les transporter, parce que... Entre le cimetière et la rue, il y a quelques mètres. Alors ils ont dû transporter les corps à la main. Ils ont demandé à des personnes qui étaient là et leur ont dit de venir aider. 2 par 2 pour chaque corps. Ils ont transporté plus de 32 personnes. Certaines familles ont pu enterrer leurs proches avec dignité. Égide Nyongere faisait partie des victimes. Des témoins affirment qu'il a été vu pour la dernière fois dans une voiture de police aux alentours de 16 h le vendredi après-midi. L'impact d'une balle est visible sur sa tempe droite. À l'hôpital militaire de Bujumbura, un rebelle blessé et un soldat du gouvernement sont alités dans la même pièce. Evariste Arimana dit qu'il était dans l'armée avant de se voir forcé à rejoindre les rebelles. Il y avait un capitaine qui était mon ami. Il travaillait aussi dans la garde présidentielle, mais il a déserté. Après cela, je suis devenu un suspect. J'ai voulu aller dans un camp de réfugiés au Rwanda, mais ça n'a pas marché. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre les rebelles, comme dernier refuge. Plus loin dans le couloir, 2 soldats loyalistes blessés, victimes d'une explosion de grenade. Nous sommes sortis de nos quartiers pour vérifier ce qui s'est passé. Une fois dehors, j'ai vu que les rebelles étaient déjà entrés dans le camp. Ils m'ont lancé une grenade, j'ai été touché. Ils portaient les tenues anciennes militaires et certains les nouvelles, mais sans l'insigne du drapeau du pays. Le gouvernement affirme avoir lancé une enquête pour établir la nature des décès. Alors s'il s'avère qu'il y ait eu abus, eh bien, il doit y avoir des sanctions. Il doit y avoir des arrestations et des poursuites judiciaires. Mais si nous trouvons ou avons vu des gens qui portaient des signes d'exécution, eh bien, ça peut aussi être de la part de ces insurgés qui ont fait, soit pour se venger ou tout simplement pour faire porter le chapeau au gouvernement. Alarmée par l'escalade de la crise dans une région marquée par les conflits ethniques, l'Union africaine a autorisé le déploiement de troupes au Burundi. Députés et sénateurs burundais réunis en congrès lundi se sont opposés à l'envoi d'une mission de maintien de la paix. Ils ont unanimement rejeté l'idée qu'un nouveau génocide pourrait être en préparation. Je suis de l'ethnie Tutsi. En tant qu'élu du peuple, je voudrais rassurer la population qu'il n'y aura jamais de génocide. Le gouvernement et la majorité de l'opposition s'accordent au moins sur ce point. La crise est politique et non ethnique. La police n'a pas souhaité donner suite à nos demandes répétées de réponse aux allégations concernant l'existence de fosses communes. La mode s'engage pour la planète. Focus ce soir dans Code 24 sur l'association Parley qui fait le tour des capitales pour trouver des solutions à la pollution des océans. Elle invite les industriels de la mode à recycler le plastique plutôt qu'à le produire. Plus précisément, il s'agit de déchets recyclés comme des fragments de vieux filets récupérés par les activistes de l'association qui servent à créer un design unique et insolite aux nouvelles créations. Enfin une nouvelle année qui commence.
Chacun et chacune sera appelé une fois de plus à célébrer sa singularité et exprimer sa personnalité. À suivre ou pas les grandes tendances 2016. En premier lieu, l'engagement. Le monde entier se mobilise pour sauver la planète. La mode faisant partie du top 3 des industries les plus polluantes, il faut plus d'eau pour produire 1 kg de coton qu'1 kg de blé. Les initiatives se multiplient. Exemple avec l'association militante Parley qui fait le tour des capitales pour trouver une solution à la pollution des océans par le plastique. J'ai rencontré le capitaine Paul Watson quand il a été arrêté par le gouvernement allemand et j'ai rejoint son cabinet d'avocats. Pour moi, c'est comme une version pirate du Père Noël. Ce type consacre sa vie aux animaux et grâce à lui, puisque je ne peux pas arrêter de faire ce que je fais, c'est-à-dire la promotion des marques et des compagnies, je me suis trouvé un nouveau client, la mer et les océans. Son idée est simple. Il faut que les industriels comprennent qu'ils engrangeront plus de bénéfices à recycler le plastique plutôt qu'à le produire. Cyril Gutsch a donc proposé à Adidas de concevoir des chaussures de sport à partir des filets de pêche en plastique récupérés par le militant écologiste Paul Watson sur des navires qui pratiquent une pêche intensive et interdite. Restons dans la marine avec les propositions vestimentaires des créateurs de mode qui ne font pas que fabriquer des habits mais proposent l'histoire qui va avec. Le message de l'américain Rick Owens est clair. Le monde est fou, habillons-nous de façon ad hoc. J'ai réfléchi à la masculinité et les uniformes modestes et simples. Alors j'ai pensé aux cabans militaires, mais pas seulement militaires, aux cabans marins et aux vêtements de travail aussi. Les designers de mode savent aujourd'hui qu'ils ne pourront exercer leur créativité que dans les contraintes exigées par le marché. La collection présentée dans le grand escalier de l'Opéra de Paris par la très jeune Griffe Pigalle illustre cette autre tendance forte, le vivre ensemble. Je suis content si ça donne des émotions parce que je fais pas que des vêtements, c'est plus une ambiance entre les gens, un mélange de couleurs, d'identité et que je défends, c'est vraiment un truc communautaire et je suis vraiment confortable dans un style qui est un sport luxueux ou un mélange de quelqu'un qui peut aller à l'opéra de notre génération et je pense qu'il sera habillé dans ce style-là. Voilà. Pour aller à l'opéra, mais pas que. La mode accroît le désir, exalte la séduction et pour quel résultat? L'union de deux êtres. L'année 2016 marquera le retour des liens sacrés, qu'ils soient reconnus ou pas. La collection. Alors c'est 61 façons de dire oui. Ou non d'ailleurs, on a le choix. On peut jusqu'au dernier moment dire un oui ou un non. Ou après le oui peut se transformer en un non et c'est le divorce. Et du coup on se marie pour la 2e, 3e, 4e, 7e fois comme Liz Taylor. Il y a d'ailleurs un hommage à Liz Taylor, une robe, hommage à Liz qui est colorée et tout. Oui, pourquoi toujours se marier avec la petite robe de mariée, blanche, bien mignonne, avec de la dentelle? Les créateurs de mode proposent des solutions et leur message est relayé par les médias. Mais la meilleure communication, au-delà des éléments de langage, ce sont les prises de position des personnalités. Si vous savez vraiment qui vous êtes et que vous êtes bien dans vos baskets, cela signifie que vous n'avez peur de rien. Pour moi, c'est ce qui est sexy. Quand vous avez compris ça, peu importe que vous soyez ange ou démon, que vous soyez belle ou sympathique ou humble, une fois que vous avez compris ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est à vous et c'est la chose la plus sexy de la planète. J'adore ces gens-là. Je pourrais les manger tout crus. Mais toute la planète ne vit pas au même rythme. Cette liberté de pouvoir porter ce que l'on veut n'est pas toujours évidente. Pendant la Fashion Week de Tunis, les mannequins se montrent et s'expriment. En Tunisie, c'est un truc exceptionnel. On est quand même plus libérés que dans d'autres pays arabes. Mais c'est vrai que bon, les mecs, ils restent toujours machos. Mais on essaie de faire avec et on essaie d'améliorer et de rendre les gens plus ouverts par rapport à ça. De montrer que je suis la femme tunisienne, je suis très contente. Qu'on enlève les stéréotypes qu'il y a, que le monde peut avoir sur nous. Et je suis pas la seule, toutes ces filles sont là pour ça et de montrer qu'on s'arrête pas aux événements qu'il y a eu et que voilà, la femme tunisienne est forte et qu'on continue d'avancer et qu'on essaye d'exceller dans ce qu'on fait. Et voilà. Pendant ce temps, les groupes de luxe doivent rivaliser d'ingéniosité pour exister et exercer leur influence sur tous les territoires. Chanel présente ses collections dans des décors de plus en plus grandioses. Nous sommes ici à Rome, dans les mythiques studios de cinéma Cinecittà.
Les connexions entre l'Italie et la France ont toujours existé. La nouvelle silhouette que j'ai créée, je ne l'avais jamais faite en 30 ans de Chanel. C'est la mule. Ce qui compte pour moi, c'est l'idée. Je développe une idée pour qu'elle devienne une réalité. Une réalité d'importance, l'année 2016 sera celle des voyages. La Britannique Stella McCartney l'a anticipé. Sa mode s'adresse aux femmes sans entrave à qui rien ne résiste. C'est un génie, parce qu'elle sait exactement ce que les femmes aiment et ce que les femmes portent. Vous savez, la moitié des vêtements que j'emporte en voyage est composée des pièces de Stella, parce qu'ils sont polyvalents. Je les mets, je les enlève, je peux les porter toute la journée. Je n'ai pas besoin de me changer. C'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Stella McCartney, elle aussi, à travers sa mode, prend parti. Elle ne travaille aucune peau et décline des collections de chaussures, de sacs, d'accessoires qui ne sont pas le fruit de la mort violente d'un animal. 2016, plus que jamais, sera l'année des combats. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.